Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager des bribes de vie, d'aventure avec vous, qui a été la décision de partir sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Une aventure, j'allais dire un pèlerinage, mais je trouve que la lourdeur du mot pèlerinage enlève la joie à laquelle j'ai pu connecter pendant cette aventure, pendant ce voyage au cœur de soi, à la rencontre de l'autre. Et, euh, et voilà, vous verrez que tout tourne autour de symbolique, de rencontres, d'humain, de partage. Voilà, moi j'ai rencontré l'humanité chez une seule personne à chaque fois. En fait, j'ai rencontré l'humanité entière en chacun. Et c'était mais d'une beauté, d'une joie, d'une vivance extraordinaire. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et aussi parce qu'à avec l'usure du temps, certainement que des bribes de cette merveilleuse et fascinante aventure que j'ai vécue se seraient comme effacées. Et j'avais envie de créer comme un carnet de bord, comme un retour dans une forme intemporelle de ce voyage et de partager cette joie et cette beauté de l'humain que j'ai pu rencontrer avec vous. Alors du coup, c'est un chemin qui m'appelle depuis des années. Faut savoir que donc après mon bac, j'ai voulu être EduxP. Donc j'ai passé le concours d'entrée que j'ai obtenu, mais j'ai trouvé personne pour faire ces études en alternance. Et puis moi, purement de la théorie, ça ne m'intéresse absolument pas, même s'il y a des stages qui sont prévus. Bon voilà, je voulais une alternance ou rien. Et et donc, j'ai commencé à travailler dans la restauration parce que mon frère gérait un restaurant à Paris, dans le 4e arrondissement, rue de Rivoli d'ailleurs, dans lequel j'ai travaillé quelques années. Et donc, le premier restaurant dans lequel j'ai travaillé, finalement, où je me suis formée à la restauration directement en l'expérimentant, c'était un ami de mon frère. Dans le milieu de la restauration, tout le monde se connaît à Paris, hein, on appelle ça c'est un peu une mafia, la bistrologie, voilà. Et en fait, le restaurant dans lequel j'ai travaillé s'appelait La Tour. Donc, c'était Paris 1er, il me semble, bon, juste à côté de l'hôtel de ville. Et en face, il y avait la Tour Saint-Jacques. Et une fois par an, dans ce restaurant-là, il y avait des pèlerins, une association de pèlerins qui se réunissaient et qui venaient manger dans ce restaurant, précisément. Et donc, ce chemin, en fait, il m'a toujours fascinée, il m'a toujours appelée, il y a toujours eu des appels, je me disais, mais un jour, je le ferai, un jour, je le ferai, un jour, je le ferai. Pareil, un matin, je sortais avec une personne à l'époque aussi, j'ai travaillé auprès des personnes âgées. Et voilà, et je prenais un plaisir fou à aller marcher avec elles, à vraiment les sortir de leur cadre. Et c'était, voilà, c'était très vivant. Et du coup, de temps en temps, on allait boire un café ensemble. Et c'était vraiment des périodes de vie qui étaient extraordinaires pour moi aussi, parce qu'elles étaient riches en liberté. Et elles permettaient aussi à la personne en question de sortir vraiment de chez elle, de son cadre, et d'aller à la rencontre de l'autre, parce qu'on peut vite se sentir isolé en restant chez soi, et on peut vite commencer à avoir peur de l'autre, peur de l'inconnu, et du coup voilà, rencontrer l'autre dans une certaine douceur, dans une certaine bienveillance, bah, ça nous réchauffe à tous le cœur quelque part. Et donc un matin, j'étais avec une personne justement qui était à Corbeil-Essonnes, et on est parti dans un café dans lequel j'aimais aller boire mon café, qui s'appelle le Saint-Spire. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Estelle qui tient le Saint-Spire avec son mari et que j'apprécie beaucoup. Et du coup, et ce jour-là, en fait, on a rencontré une femme à vélo qui était française, mais qui revenait de Pologne, et elle nous disait faire Saint-Jacques, mais à l'envers, en vélo. Et vraiment, je me dis, pour que ça vienne me chercher alors à Corbeil-Essonnes, alors moi j'ai vécu 10 ans à Ville-l'Abbé, donc pas très loin de Corbeil-Essonnes, et j'avais mon cabinet à Corbeil par la suite. Et du coup, mais c'était, je me disais, mais waouh, ça vient me chercher là aussi, alors que, en apparence, voilà, il y avait rien qui me ramenait à ça. Et c'est fou comme la vie
propose des rappels à chaque fois, n'oublie pas, il y a ça qui va venir te chercher à un moment donné, ça va être plus fort que toi. Et du coup, il y a comme des rappels, il y a comme pour se familiariser avec l'énergie, des personnes qui sont sur le chemin. Et quand vous rencontrez des personnes qui sont sur le chemin et qui sont dans une vibe, mais ça vous anime tout de suite, quoi. C'est extraordinaire. Enfin, moi, je le ressentais à chaque fois que je rencontrais des personnes. Moi, je n'étais pas sur le chemin, mais des personnes qui avaient fait le chemin ou une partie du chemin, c'était mais vas-y, quoi. Faut l'expérimenter pour le croire. Et donc, voilà. Et donc, juillet 2021, alors c'est une année où ça a été beaucoup de changements pour moi parce que mon âme m'a vraiment dit, rends ton cabinet. Alors, j'avais aucune idée de pourquoi. Donc là, c'est vraiment des actes de foi, hein, parce que je ne savais pas où j'allais mettre les pieds. Je savais que j'étais appelée à aller ailleurs, mais je ne savais pas du tout où j'allais mettre les pieds. Hein. Donc voilà, rendu le cabinet, j'avais rendu mon appartement. J'avais le projet d'aller m'installer chez mon ami en Auvergne, mais finalement ça l'a pas fait. Encore une fois, mon âme me fait des coups, mais j'ai eu beaucoup de revers de situation, comme au dernier moment, non, ça va pas être pour toi, tu pars ailleurs. Waouh, comme si ça me remettait à chaque fois sur les rails, et c'est ok, et ça m'a permis de quelque part d'embrasser les extrêmes de la vie. Je me souviens notamment de cette rupture où peut-être quelques temps avant de partir sur le chemin de... Ah non, c'était peut-être l'année d'avant, ouais. Ah, bah non, je suis partie la même année. Bah ouais, non, je crois que c'était au mois d'avril. Alors j'étais à l'aéroport pour partir en Corse. Et je me rappelle que cette rupture s'est faite à ce moment-là, juste avant de prendre l'avion. Et je me suis dit, waouh, l'intensité de la déchirure sur le moment. C'était vraiment à ressentir une sensation extrême. Et en plus, c'était moi qui avais dit, non mais en fait, je sens que ça va pas le faire. Mais c'est pas parce qu'on dit quelque chose qu'on le vit pas mal. C'est juste que j'étais encore une fois à l'écoute de mon âme et qu'elle me disait, ça va pas du tout être pour toi. Là, c'est le moment de changer tout de suite de voix. Et c'est comme si elle me faisait expérimenter quelque chose. Et puis à un moment donné, elle sentait que c'est bon, la chose avait été expérimentée. Et là où moi je crois en tant qu'humaine que je vais continuer, bah non, elle m'invite à aller ailleurs. Et donc je me suis dit, bah il y a eu des moments très difficiles en intensité et à la fois j'étais dans un accueil inconditionnel de ce que je vivais. Ok, c'est là, t'as le droit de le vivre, c'est ok, on accueille pleinement. Et à quel point je me suis dit aussi, bah, je trouve que pour vivre une rupture, être en Corse, c'est pas mal quand même. Et donc voilà, j'avais passé quand même un week-end, enfin un séjour en Corse qui était absolument extraordinaire, notamment j'avais demandé, justement, je suis partie avec mes parents, mon frère et mon neveu à ce moment-là, et j'avais dit à ma mère, viens, il faut qu'on aille écouter des chants polyphoniques corses dans une église, donc sur les hauteurs de Calvi. Il y avait une église vraiment en hauteur, et là, voilà, c'était vraiment mon but, moi, d'aller en Corse et d'aller écouter ces chants polyphoniques et d'être transporté, d'être transcendé par le chant, par l'intensité, par l'émotion, par ces voix qui s'unissent et qui ne créent qu'une seule voix, finalement. Et bon, je vous cache pas que j'ai pleuré tout le long. C'était tellement transcendant que c'était comme un rêve qui s'accomplissait. Alors, je sais que ça peut être pas grand-chose, mais pour moi, c'était infiniment grand. L'expérience que j'ai vécue, c'était tellement vivant, tellement beau, tellement intense. Voilà. Bon, bref. Du coup, je reviens chez mes parents. Alors, mes parents sont dans l'Essonne aussi. Hein. Et ils étaient à peu près à 15 minutes de l'endroit où je vivais, donc à Ville-l'Abbé, dans l'Essonne. Hein. Et donc, je reste là-bas pendant 15 jours. Et je sens que je commence à me faner, à dépérir, comme mon énergie commence à me quitter complètement. Je deviens l'ombre de moi-même, comme presque une loque. Vraiment, vous savez, j'ai vécu des grosses périodes de mort et de renaissance. Donc quand j'accompagne dans les moments des gestions de crise, de chaos, mais je l'ai vécu en fait. J'ai vécu des moments qui étaient juste des extrêmes, quoi. Je suis bien et la seconde d'après, l'impression que tout s'écroule, tout s'effondre. Et à quel point ça m'a apporté de la résilience et ça m'a apporté une certaine sécurité intérieure, dans le sens où, quoi que je vive, je reste dans ma sécurité intérieure. Il ne peut rien m'arriver si je suis dans ma sécurité intérieure. C'est pas il ne peut rien m'arriver à l'extérieur, c'est en moi il ne peut rien m'arriver, même si l'extérieur se met
à s'effondrer. Voilà. Et donc, ça m'a vraiment impacté à ce niveau-là. Moi, je me suis un peu forgée par résilience et créée par résilience. Un peu, ça a été mon enfance aussi. Et à quel point ça m'a apporté tellement d'ancrage, de sécurité intérieure. Voilà, c'est dans ces extrêmes-là aussi qu'on trouve la beauté de la vie, parce que les extrêmes se rencontrent très facilement. Donc quand on touche à un extrême où tout s'effondre, on a aussi accès à cet extrême où on peut accéder à un état d'être à ce moment-là qui est extrême aussi, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc, oui, le but, c'est de parler un peu de Saint-Jacques, mais je vous parle de Saint-Jacques parce que c'est aussi très initiatique. C'est le pèlerin qui, quelque part, à la manière d'un oignon qui va peler ses couches, qui va enlever, retirer ce qui n'est plus lui. Il y a des morts et des renaissances symboliques aussi. Il y a tout ce qui est superflu qui va être... Alors, c'est pas en se disant, c'est pas du tout, ça se fait pas du tout par le biais du mental. C'est quelque chose qui se fait, c'est un processus qui se fait en soi, qui se joue en soi, mais c'est pas quelque chose qu'on vient jouer nous-mêmes. C'est pas quelque chose dont on a le contrôle. C'est pas quelque chose on se dit, bah tiens, là, je vais mourir et renaître. Ça se passe pas du tout comme ça. Et donc, c'est plutôt laisser la vie se jouer en soi, même quand il y a des choses qui doivent mourir et d'autres renaître. Et à la fois, alors, quand je parle de mort et de renaissance, tout de suite, ça peut alourdir l'énergie, mais à la fois, quand on retire ce qui n'est pas soi, on a accès à une joie de l'enfant, à une grâce qui est absolument extraordinaire. Alors sur ce chemin, c'est drôle d'ailleurs parce que... Donc voilà, je reviens chez mes parents là pendant 10-15 jours et je suis mais vidée de mon énergie, il n'y a plus rien, je me dis non mais là je vais mourir si je reste là, je vais mourir clairement. Mon âme elle me dit voilà c'est bon tu t'es reposé 10-15 jours, tu peux commencer une nouvelle aventure. Et voilà, donc du coup, j'avais l'habitude de partir en sac à dos, de faire des treks bivouac, des randos bivouac, donc j'avais déjà tout le matériel. J'adore partir sur plusieurs jours avec ma tente, mon sac à dos sur le dos, et pouvoir poser ma tente un petit peu où je veux, tout en étant évidemment dans le respect de l'endroit qui m'accueille, de l'environnement, et sans laisser aucune trace humaine derrière moi. Ça, j'y tiens absolument. Voilà. Et donc voilà, j'avais déjà tout le matériel nécessaire finalement, juste 2-3 trucs de dernière minute à acheter. Et je suis partie le 16 juillet, du coup, donc le jour de l'anniversaire de mon neveu, que j'embrasse au passage, le 16 juillet 2021. Le 16 juillet 2021, ou 2020, non 2021 je crois. Ouais, 2021. Ouais, ça doit être ça. Donc, sur ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc je prends un blablacar de chez moi, donc de l'Essonne, pour arriver aux alentours de Vézelay. Je crois que j'arrive à Avallon, et donc qui est à peu près à un peu plus d'une vingtaine de bornes à pied, en prenant certains chemins, pour arriver près de Vézelay. Donc, je prends ce blablacar où je rencontre 3 personnes avec lesquelles je m'entends super bien, super bonne ambiance dans la voiture. Enfin, on discute, on parle de choses, de ce qu'on fait, de tout, de rien, de la vie, du vivant, voilà. On s'arrête à une station à service, et puis l'une d'entre elles m'offre un café, et c'est vrai qu'on avait bien connecté ensemble déjà à ce moment-là. Voilà. Et donc je suis déposée à Avallon, sortie d'autoroute, voilà. Et là je me dis waouh, ton aventure commence. Et donc je suis partie seule sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que j'ai besoin majoritairement d'être seule au quotidien. Je ne peux pas avoir quelqu'un tout le temps avec moi. C'est juste pas possible pour moi, pour mon énergie, pour me ressourcer, pour me recharger. Ça va me drainer à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'il faut que je sois vraiment à l'écoute de ce qui est juste pour moi dans mes interactions avec les autres. Et j'adore connecter avec l'autre. Et j'adore être dans ma solitude. Donc après, c'est une danse qui se joue dans ce qui est juste pour soi et pour l'autre. Et ce qui est juste pour soi ne l'est pas forcément pour l'autre, mais quand ça parle de besoin, le besoin l'emporte sur le désir, toujours. Voilà. C'est aussi une invitation à vous écouter quand vous sentez que vous avez besoin d'être seul ou de vivre des expériences, même si tout le monde n'est pas d'accord autour de vous. Voilà, cela dit en passant.
Je ne sais pas combien de temps va durer ce vocal, mais je crois qu'il est parti pour durer très très longtemps. Parce que je n'ai pas encore commencé à vous raconter tout ce que j'ai vécu sur le chemin. Et je le fais aussi pour moi, voilà, ce vocal, parce que j'ai vraiment envie de me rappeler de cette aventure extraordinaire. Et c'est vrai que ça vient me chercher depuis 2-3 jours. Pourquoi maintenant, presque 3 ans après? Je n'en ai aucune idée, mais je sens que c'est le moment aussi de partager ça avec vous. Peut-être qu'il fallait aussi que je prenne de la hauteur sur ce que j'avais vécu pour le raconter d'une toute autre manière. Et puis c'est simplement le moment qui se présente et l'envie et la joie, parce que mon fil conducteur là, c'est la joie. J'ai envie aussi que vous connectiez à cette joie et que vous la ressentiez et que vous la vibriez aussi en vous, en fait. Voilà, donc si ça résonne, évidemment, hein, c'est une... voilà, prenez ce que vous... ressentez être léger, et puis laissez le reste, ce qui ne vous parle pas, et ce sera parfait, comme d'habitude. Voilà. C'est marrant parce que la part de moi qui accompagne ne peut pas s'empêcher de mettre des petites notes ici et là. Mais voilà, encore une fois, il y a... Voilà. Ce que je propose, c'est jamais la vérité. C'est ma vérité du moment, et elle est amenée à changer à tout moment. Mais vraiment... mon but, c'est d'être au contact de ma vérité pour aussi transmettre que c'est vraiment important d'être au contact de sa vérité. Donc votre vérité n'est pas celle de l'autre. Votre vérité, alors évidemment, il y a des lois universelles, il y a des principes universels qui sont universels, donc qui s'appliquent à tous. Mais dans notre manière de voir le monde, on va être plus attiré par telle ou telle personne parce qu'elle vit et qu'elle vibre le monde, elle voit le monde de la même manière que nous. Et c'est pas parce qu'aussi on a une manière de voir le monde qui est similaire qu'il faut prendre tout ce que je dis comme étant une vérité. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que plus vous serez autonome dans votre manière de penser, plus vous serez dans une forme d'esprit critique, non pas pour critiquer, mais de remettre en question ce que vous ressentez ne pas être juste pour vous, ou alors d'aller creuser quand vous sentez que ça vous déclenche parce que ça parle d'une part inconsciente. Voilà. Je vous laisse faire vos propres... vous faire vos propres idées à ce sujet. Mais c'est toujours une invitation à revenir à sa vérité. Moi, je partage un regard parmi des milliards de regards, d'accord ? C'est vraiment... voilà. Et donc, sur ce chemin, le premier jour... donc, ça faisait un moment que je n'avais pas marché, là, quand même. Hein. Mais j'ai toujours eu une foi inconditionnelle en mon mental. C'est-à-dire que je suis partie aussi... Vous voyez, je m'éloigne du sujet, mais c'est pour mieux m'en approcher, vous inquiétez pas. Je suis partie aussi une semaine en Alsace avec une association, d'ailleurs, si ça vous parle, si vous voulez être encadré, mais tout en restant autonome et rencontrer des personnes qui sont vraiment voilà, dans l'envie de partager ce chemin initiatique. Il y a une association qui s'appelle le Sentier des Hauts Lieux, en Alsace, et donc on passe par des hauts lieux telluriques, et donc on fait Ribeauvillé-Strasbourg, donc à pied, avec notre tente sur le dos, en semi-autonomie, et donc on est encadré par une association alsacienne, et donc on fait à peu près, on fait 180 km en 6 jours. Et donc on passe par des hauts lieux vibratoires, donc des lieux où les forces telluriques sont assez puissantes, et puis chaque lieu a sa médecine, va nous apporter, va diffuser une certaine énergie. Donc voilà, si vous êtes intéressé à vivre cette expérience, vous avez Patrick et Joseph qui accompagnent tout au long du chemin, qui sont vraiment des on appelle ça des compagnons, des passeurs, vraiment, voilà, que j'ai rencontrés d'âme à âme, on va dire. Voilà, si l'énergie, donc ça dure 1 semaine, et puis c'est plusieurs fois par an, c'est proposé plusieurs fois par an. Et c'est vraiment une très très belle aventure, une très très belle expérience. Personnellement, j'ai vraiment adoré, quoi. J'ai vraiment, vraiment adoré. Parce que j'avais mes moments à moi, j'hésitais pas à me mettre seule parce que j'en avais besoin. Et c'est intéressant aussi de voir comment ça se joue au niveau du groupe, parce que certaines personnes ne sont pas dérangées par la présence de l'autre, dans le sens où elles n'ont pas forcément besoin d'être seules, juste en leur présence pour se recharger. C'est d'ailleurs ce qui va différencier les introvertis des extravertis. Si on est vraiment à l'écoute de ce qui est juste pour soi, la rencontre à l'autre... elle ne sera jamais plus belle
que quand on se sent disposé quelque part à le rencontrer, quand on a l'énergie, hein, qui est même parfois on peut être surpris par la rencontre avec l'autre, mais quand l'énergie quand on s'est suffisamment rechargé, on est présent à l'autre. Mais quand on est dans une forme de vide énergétique, en fait, on ne peut pas avoir des relations de qualité avec l'autre. Il y a vraiment à se remplir soi-même, en tout cas quand on est introverti comme moi. Alors évidemment, je parle à tout le monde partout, quand je vais dans des endroits, boire un café ou quoi, je commence à parler avec tout le monde. Mais par contre, j'ai besoin de me recharger en étant seule. Donc les gens me croient extravertie parce que je parle très facilement à tout le monde, mais j'ai besoin de me recharger en étant simplement en ma présence. Voilà. Donc c'est aussi une écoute, c'est aussi une invitation à vous écouter. Si vous avez besoin d'être seul pour vous recharger, si vous avez besoin d'être au contact des autres pour vous recharger, voilà, ça c'est vous qui savez. 20 minutes et je n'ai toujours pas vraiment commencé. Ah, ça promet d'être long. Voilà. Bon, alors, donc premier jour à Vallon. Donc voilà. C'est très drôle parce que quand je suis déposée sur cette aire-là d'autoroute, je pars, mais je vois qu'il y a un homme qui me suit. Je sens pas le danger à ce moment-là. Hein. C'était pas du tout... mais qui est comme... mais que fait-elle en fait ? Elle va où ? Et je sentais l'interrogation dans son énergie, dans sa vibe. Et en fait, il m'a accompagnée du regard. À un moment donné, il m'a regardé juste partir. Je me suis retournée. Il était là derrière en train de regarder. Et juste, il m'a regardé partir. Mais j'ai senti que c'était pas juste l'humain. C'était comme il y avait comme une présence bienveillante, comme une bénédiction, comme quelque chose de plus grand encore dans sa présence. C'était au-delà de l'humain. Je ne sais même pas s'il était conscient lui-même de ce qu'il faisait. Et il y avait quelque chose comme on est derrière toi, on est avec toi. Et c'était vraiment magique, ça a commencé comme ça. Alors la journée a été un peu moins magique parce que quand on n'a pas marché depuis longtemps, alors même si je crois vraiment à la force de mon mental pour avancer, et je sais combien à un moment donné quand on transcende les limitations du mental, on accède à quelque chose de bien plus grand qui nous porte. Et du coup, on se fait porter plus qu'on ne se porte soi-même. Et donc, on accède à une certaine grâce, à une certaine béatitude. Et c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai quand je marche comme ça sur des longues distances. J'accède à une certaine grâce, en fait. Et donc, voilà. Donc, voilà, il y a cet homme qui m'observe de loin. Je ressens qu'il y a vraiment quelque chose de plus grand chez cet homme qui observe presque à travers l'humain. Et donc voilà, je pars. Et donc cette journée, elle était un peu fatigante parce que oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas marché. Et en plus, grosse chaleur. C'était période caniculaire, juillet 2021. Il y a eu des jours à 40 degrés, quoi. Donc, et c'était j'ai emprunté beaucoup de routes goudronnées. Donc la chaleur, quelque part, remonte au niveau des jambes. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Et puis c'est assez vallonné. Mais ça fait partie du chemin. Et c'est aussi dans l'effort, parfois, qu'on goûte à, justement, qu'on va au-delà de ces limitations du mental qui croit ne plus pouvoir avancer quand c'est quelque chose de plus grand qui prend le relais derrière. Et là, quand c'est cet espace-là qui prend le relais, mais les limites de l'esprit sont littéralement transcendées. On accède à un niveau de conscience et à une force endurante qui est juste extraordinaire. Et donc voilà, j'arrive, je crois que le nom, donc là je suis en Bourgogne, hein, on fait à peu près 2 heures de route, donc de l'Essonne jusqu'à Avallon, et puis à Avallon j'arrive à Saint-Père, je crois que c'est Saint-Père le nom. Alors il y a quelque chose Saint-Père, il y a forcément Saint-Père dedans, donc c'est très drôle parce que je vais vous raconter après. Et donc j'arrive, et puis là je vois qu'il y a un camping municipal, donc je plante ma tente, je fais ma popote, machin, réchaud, truc, voilà. Donc je dors, et puis le lendemain, en fait, donc Saint-Père, c'est vraiment collé à Vézelay. Le lendemain, donc je fais l'ascension de Vézelay. Alors c'est marrant parce que avant d'arriver à ce camping municipal, je passe aussi par des petits chemins, et je rencontre un homme qui est là à prendre de l'eau. 2 fois j'ai rencontré
des personnes qui prenaient de l'eau dans un lavoir pour quelque part arroser leurs plantes, surtout dans ces périodes chaudes comme ça où l'eau est précieuse. Et d'ailleurs, les lavoirs étaient remplis de sangsues, ça dit en passant. Mais bon, voilà, voir un lavoir et mettre ses jambes, poser ses pieds, ses jambes pour se rafraîchir, il y avait beau y avoir des sangsues, ça me faisait pas peur du tout. Et évidemment, je n'ai eu aucun problème avec les sangsues. Et du coup, j'ai discuté avec cet homme qui jardinait dans son jardin. Et en fait, il y avait sa maison sur la droite, il y avait le chemin et son jardin était sur la gauche en contrebas. Donc, il croisait les gens qui passaient justement sur ce chemin-là. Et alors, je ne sais pas si c'est... Ah non, ça c'est le lendemain. Alors, est-ce que c'est en partant de Saint-Père ou... Alors, dans l'ordre chronologique, je vais certainement me tromper certaines fois, mais c'est pas l'ordre chronologique qui compte, c'est vraiment les expériences humaines et les rencontres que j'ai faites. Donc, peu importe si des fois je me trompe d'ordre, c'est pas grave, c'est ok. Et donc, je rencontre quelqu'un qui me dit, donc, qui était en train de s'occuper de son jardin, avec qui on discute pendant 10 minutes. Et donc, il me dit, ouais, bah, l'ascension, Vézelay se mérite, l'ascension est rude parce que c'est très pentu finalement. Et puis, 5 minutes après, il y a quoi ? Il y a des marcheurs qui arrivent. Non, mais c'était trop drôle parce que c'était des randonneurs avec un filet autour du cou, avec une espèce de sac transparent. Et dans ce sac transparent, il y avait un verre à vin vide, évidemment. Et en fait, ces personnes faisaient la tournée des vignobles et faisaient des dégustations. Donc, c'était une randonnée dégustation. Mais je me dis, sous ce cagnard-là, en plein après-midi, aller boire du vin, je me dis, ouh, ça devait tourner là-haut. Bon, normalement, le vin qu'on déguste, on le recrache, hein, mais je pense que tout le monde ne l'avait pas recraché ce jour-là. Voilà, et donc, je rencontre aussi une femme donc de ces randonneurs qui faisaient des dégustations, là. Et vraiment, l'énergie passe, enfin, il y a quelque chose de waouh, une rencontre d'âme extraordinaire. On n'échange pas beaucoup de mots, mais on se reconnaît en fait. Il y a une reconnaissance qui est juste waouh. Et voilà, je lui ai pas demandé son numéro de téléphone ou quoi. J'ai laissé la rencontre être une rencontre de l'instant et je sentais que ça avait éveillé quelque chose chez moi. Je sentais que ça avait éveillé quelque chose chez elle, que notre rencontre nous avait éveillé à quelque chose. Alors, j'ai pas cherché à mettre des mots ou quoi, je me suis juste laissé vivre l'expérience. Et c'était déjà une très belle expérience en soi que de l'avoir rencontrée, même si les échanges ont été très brefs. Et donc voilà, je continue. Donc voilà, mon camping municipal à Saint-Père, donc je planque ma tente et tout. Donc le lendemain, voilà, je rencontre cet homme. Je crois que c'est le lendemain ou la veille, j'en sais rien. Et puis voilà, il me parle, de toute façon, c'est avant Vézelay, parce qu'il me dit l'ascension de Vézelay, ça se mérite. Et j'avais pas encore accédé à Vézelay. Et donc, voilà. Je grimpe jusqu'à Vézelay, donc c'est vrai que c'est très très rude et je passe par des petits chemins de campagne qui sont juste magnifiques. J'étais toute seule, j'étais au contact de la nature, les oiseaux le matin à la fraîche. Enfin, vous savez, c'est ces ambiances-là où le soleil s'est levé il y a peu de temps et il y a vraiment le soleil caresse la peau. Il est pas intrusif, il est juste d'une légèreté, d'une douceur il est juste enveloppant, quoi. C'était vraiment très très doux, très très bon, très beau à vivre. Et donc évidemment avec mon sac à dos et tout ça, évidemment je suis partie avec des bâtons de marche pour aider. Ça c'est toujours mieux, surtout quand ça grimpe et quand ça descend d'ailleurs. Et donc j'arrive sur le parvis de la cathédrale de Vézelay, cathédrale magnifique. Il y a vraiment une énergie qui est particulière à Vézelay, sur ces hauteurs-là. En règle générale, les cathédrales ne sont pas construites sur des endroits, des lieux au hasard. Elles sont construites sur des réseaux telluriques qui sont assez puissants. En général, si on prend le réseau Hartmann, il y a des réseaux or et argent qui se rencontrent. J'ai plus les termes exacts, ça m'est sorti de l'esprit. Mais voilà, c'est vraiment des lieux qui vibrent haut au niveau tellurique, où il y a une force, il y a une concentration qui fait qu'il émane aussi de cet espace. Alors en plus, il y a eu tous ces bâtisseurs de cathédrales qui ont quelque part construit pour plus grand qu'eux, où chacun a donné une partie de son énergie justement à construire cet édifice, où chacun
chacun a construit pour plus grand que soi, et parfois on ne voyait pas beaucoup en sont morts d'ailleurs, hein, les conditions de construction à l'époque, et beaucoup n'ont pas vu les constructions finies, quoi. Elles faisaient partie du chantier, mais voilà, elles ont œuvré pour une œuvre qui allait les dépasser et qui allait durer dans le temps, quelque part. Et donc quand on arrive dans ces endroits où, moi j'ai beau ne pas avoir de religion, mais j'adore aller dans les églises, les chapelles, les cathédrales, surtout quand elles sont vraiment alignées, il y a voilà, toutes ces personnes qui ont prié, toutes ces personnes qui ont donné des moments de vie pour construire ces endroits qui sont du sublime, et dont il émane quelque part un pont entre la terre et le ciel. Et donc, voilà, en dehors de toute religion, j'aime me recueillir dans les lieux religieux, parce qu'ils apportent j'aime dire que chaque église a son silence. Et donc, chaque silence est teinté d'une énergie qui va apporter certaines choses. Donc, le but, c'est pas de mentaliser, là encore, mais c'est de se laisser vivre l'expérience, c'est d'accueillir l'expérience qui se joue en soi. Et donc j'arrive sur le parvis de cette cathédrale de Vézelay qui est extraordinaire, et je vois un homme en train de pousser des cris d'animaux à peu près illuminés, à peu près qui oscille entre la raison et la folie. Après, qu'est-ce que la folie? Vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense qu'il a accès à plusieurs mondes et qu'il incarne pleinement un monde, et tantôt il incarne pleinement un autre monde, donc plus le monde de la rationalité, de la raison. Et je pense que... non, je pense rien du tout. Et donc, je vois cet homme s'agiter, s'approcher, faire des démonstrations, commencer à parler. Il a une Bible à la main, il est habillé comme un kidam, enfin une personne normale, enfin... quand même les pieds nus. Et moi, j'adore les gens atypiques. C'est-à-dire que je vais être directement attirée par leur énergie. Il y a quelque chose qui me donne envie de connaître la personne, de ressentir davantage la personne. Et en fait, il y avait des sœurs à côté. Et je ne sais plus si j'ai discuté avec les bonnes sœurs ou si... je ne sais plus. Voilà. Si, je crois que c'est ce qu'elles ont dit. Elles parlaient avec une personne. Ah oui, ce n'est pas moi qui leur ai parlé directement, mais elles parlaient avec une personne. Et la sœur disait que c'était le père Jean, en fait. Il était prêtre. Il était prêtre, mais c'était un prêtre illuminé. Et je pense que c'est un érudit. Je pense que c'est parfois, il a une manière il est un peu ermite. Et je pense que c'est un puits de science aussi. De ce que j'ai ressenti de lui, c'est qu'il oscille entre ces cris d'animaux là qui s'expriment à travers lui, et quand il est lucide, je pense qu'il est d'une profonde sagesse, et qu'il est vraiment un puits de connaissances, quoi. Voilà, donc voilà. Je décide de visiter, justement, d'entrer dans cette cathédrale que je ressens être très alignée, parce que il y a des très équilibrés, il y a des cathédrales qui sont complètement déséquilibrées. On sort de ces cathédrales en vrac, notamment celle du Mans, où je suis sortie de là-dedans, j'étais complètement désalignée, quoi. Et alors, il y a des endroits, des lieux, des églises ou des cathédrales qui vont qui vont nous libérer de certaines choses, qui vont, notamment la cathédrale de Chartres, où j'allais régulièrement quand j'étais en région parisienne, parce que c'est un lieu que j'adore. Déjà, c'est une ville que j'adore, mais la cathédrale, elle a vraiment, elle apporte beaucoup de libération, on peut facilement pleurer. Il y a vraiment cette facilité à se libérer. Donc, elle provoque quelque chose, mais c'est pour mieux se libérer de quelque chose. Alors que celle du Mans, où je suis allée, c'était vraiment, je me suis sentie en vrac, désalignée, quoi. Parfois, ils ont modifié des choses au sein même de la cathédrale. Initialement, c'était aligné, c'était harmonieux, mais il y a eu plein de modifications qui ont fait que les énergies sont complètement... Il y a comme une forme de dissonance dans l'énergie. Il y a quelque chose qui est complètement... qui a quitté quelque chose d'harmonieux, et du coup, on sort de là-dedans encore pire qu'en y entrant. Donc voilà. Voilà. Mais donc, cathédrale de Vézelay, magnifique au niveau de l'énergie, mais je l'ai trouvée très lumineuse. Vous savez, il y a des cathédrales qu'on voit, on rentre, c'est très sombre, et c'est ok, hein, c'est pas parce que c'est sombre que c'est lourd, pas du tout. Mais cette cathédrale, je l'ai trouvée étonnamment lumineuse, avec ses vitraux, voilà, de part et d'autre, hein, comme toutes les cathédrales finalement, mais
j'ai trouvé qu'il y avait plus cette lumière qui était présente, qui était visible. C'est pas parce que la lumière n'est pas visible dans d'autres cathédrales qu'elle n'est pas présente, mais là, la lumière était visible. D'ailleurs, j'ai pris des photos avec des jeux de lumière assez extraordinaires. Et donc voilà, je profite pour passer un temps dans cette cathédrale et ressentir l'énergie du lieu et me laisser traverser. Et à un moment donné, je pars sur... donc quand on a la cathédrale, quand on entre dans la cathédrale, sur la droite, il y a un couloir. Et il y a, donc quand on emprunte ce couloir, sur la gauche, après avoir emprunté ce couloir, il y a une pièce. Et là, il y a un silence. Oh, mais un silence qui se passe de mots, quoi. D'ailleurs, il y avait un couple qui était présent dans cette pièce quand je suis entrée. Et en fait, on s'est regardés et on a partagé juste le silence. On n'a rien dit, mais on a senti qu'il se passait quelque chose, quoi. Et c'était vraiment beau de le vivre à trois, mais sans que personne n'ait rien à dire, juste dans le regard qu'on se dise « Oh, il y a quelque chose d'extraordinaire là dans cette pièce ». C'était une petite pièce, je sais pas du tout, j'ai pas cherché à comprendre intellectuellement, j'ai juste cherché à ressentir et à vivre la chose. Et du coup, parce que dès qu'on essaie de comprendre intellectuellement, en fait, on perd l'essence de ce qu'on vit parce que le mental va enfermer dans des étiquettes, donc le tout, ce qui n'est pas le plus simple d'ailleurs, c'est de se laisser traverser sans y mettre d'interprétation. Et donc, je vis ce moment de silence partagé avec ces deux personnes, ce couple qui a, je sais pas, 60-70 ans. Et c'est juste, waouh! Et vous savez, ces silences qui s'expriment davantage que les mots. Ces silences qui apportent une paix dans l'instant, une paix spontanée, une paix et qui nous ramène à l'instant présent. Il y avait vraiment cette grâce, cet état de grâce accessible presque à tous, à l'instant, vraiment dans le moment, quoi. Et c'était juste magique. Je me suis imprégnée quelque temps de cette énergie-là. Et puis je suis sortie, j'ai refait un petit tour de la cathédrale et voilà. J'ai laissé vraiment ces énergies se diffuser en moi. Et donc je sors et donc quand on sort de la cathédrale, sur la gauche, il y a un petit magasin de souvenirs en lien avec la cathédrale, en lien avec ce qui peut être religieux. Donc il y a des icônes, on y trouve un peu de tout. Et je vois des Saint-Jacques qui sont suspendus au niveau de la vitrine et je me dis waouh, je vais acheter une Saint-Jacques en fait, je vais l'accrocher à mon sac. Et donc je rentre dans cette boutique. Et là, je rencontre le couple que j'ai vu, avec lequel on a partagé un silence. Et donc, elle me voit acheter ma Saint-Jacques et elle me dit, mais alors c'est un couple d'Allemands. Et du coup, elle parle en anglais avec... alors moi, je parle pas couramment anglais, mais je me débrouille quand même, j'arrive à me faire comprendre et j'arrive à comprendre à peu près. Et surtout bizarrement dans les pays anglophones, je parle anglais, mais en France, non. Alors c'est comme si je me connectais à l'inconscient du pays en question, et du coup je me mettais sur la même fréquence en termes de langue, et du coup la langue me devenait plus accessible. Mais en France, c'est moins accessible quand tout le monde parle le français. C'est étrange, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà, donc elle me demande si elle peut me faire un hug, et du coup je dis bien sûr. Et là, on se fait un hug, on se serre dans les bras. Et je ressens une explosion d'amour. C'est comme si mon cœur s'était ouvert en une seule fois, mais genre immensément grand. Et comme si l'humain en moi ne pouvait pas contenir l'émotion que ça suscitait. Et après ça, je me mets à pleurer. Je finis d'acheter ma Saint-Jacques, j'ai le nez qui coule, j'ai les larmes et tout. J'arrivais plus à retenir toutes ces larmes et cette puissance d'amour que j'ai ressentie à ce moment-là. Mais c'était, mais c'était extraordinaire. Je sais pas comment... Waouh, mais c'était extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et je me mets à pleurer, et je pleure, et j'achète ma Saint-Jacques. Et je sors parce que, en plus, je vois que le vendeur,
ça le met un peu dans une situation où ça le gêne un peu, c'est ce surplus d'émotions, comme ça, c'est trop pour lui. Et du coup, je sens que faut que je prenne l'air, moi, parce que je commence à suffoquer dans ce petit espace-là. Et donc, pour vraiment reprendre voilà, ma respiration et vivre le truc pleinement, et je continue à pleurer, je continue à pleurer, je continue à pleurer. Et à un moment donné, la personne ressort et me dit, mais combien vous avez acheté la Saint-Jacques, parce que moi, je veux vous l'acheter. Donc, la femme du couple, à qui je venais vraiment de faire un hug, avec qui on s'était fait un hug extraordinaire. Et donc cette femme, donc elle me donne l'argent, je me rappelle c'était 4 €, et elle me redonne l'argent en disant non, c'est moi qui vous l'achète. Oh, je me dis waouh. Non mais ça commence bien quand même, hein. Et, et du coup, bah, on se refait un hug. Non mais c'est tellement beau parce que c'est comme si quand je me rappelais de ce souvenir-là, j'avais toute l'émotion qui revenait, et c'est d'une beauté, c'est la vie, quoi. C'est vraiment et donc elle re-rentre dans cette ça m'a apporté comme un de reconnecter à ça. Elle rentre à nouveau dans la boutique, et là c'est son mari qui sort et qui me demande s'il peut me faire un hug, et pareil, on se prend dans les bras, et c'est juste immensément beau. J'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti avec la femme au début, mais c'était très doux, c'était très bienveillant, c'était très masculin. Je dirais que voilà, c'était très masculin dans l'énergie, et c'était vraiment avec une bienveillance, avec et c'est comme si à chaque instant, le divin m'avait dit, à travers les rencontres que j'avais faites, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, enfin voilà, c'est magnifique, mais ce n'est que le début, mais ce début-là, pour moi, je crois que je me rappellerai de ça toute ma vie. Je me rappellerai de ça toute ma vie, j'en suis sûre. Et donc je passe un moment dans la cathédrale, comme ça, sur le parvis, une espèce de plot, je m'assois sur un truc en pierre, un plot, je sais plus ce que c'est, et je reste là justement à me laisser traverser par toutes ces émotions, parce que ça commence très fortement émotionnellement pour moi là, et donc je me laisse me calmer, je me laisse m'apaiser, je me laisse laisser vraiment cet amour là se diffuser partout en moi. Et puis à un moment donné je continue à marcher, et je m'étais dit je vais faire le chemin de Saint-Jacques, mais sans crédential, vous savez, c'est ce petit livret qu'on tamponne de ville en ville. Et après je me suis dit non, en fait c'est plus juste pour moi d'aller acheter une crédentiale. Et donc je tombe sur une association, je sais plus, je me rappelle plus du nom, mais il y a une association à Vézelay où justement on peut acheter sa crédentiale. Et donc, dont je crois la directrice est donc Marie-France, que j'ai rencontrée dans son bureau, avec qui j'ai beaucoup discuté, c'était très fluide, et vraiment pareil, d'une bienveillance. Elle me dit oui, mais si à un moment donné tu te trompes, tu appelles, tu n'hésites pas, je t'indiquerai moi par téléphone, enfin, mais une bienveillance, mais à chaque instant, quoi. À aucun moment, c'est pour ça que quand on me dit mais l'humanité, il n'y a plus rien à en attendre, je dis mais j'ai vécu tout l'inverse, quoi. Et à chaque fois que je vais quelque part, mais je vis tout l'inverse, quoi. Donc si vous êtes persuadé que l'humanité est horrible, évidemment, vous allez projeter ça, parce que je n'interprète pas le monde, je le projette. Donc plus je vais penser qu'il n'y a rien à tirer de ce monde, plus je vais attirer des expériences qui correspondent à ça. Mais moi, j'ai toujours cru en l'humain. Même si j'ai vécu pas mal de choses, ça peut être des trahisons, des désillusions, mais fondamentalement, j'ai jamais cessé de croire en l'humain, finalement. Parce que je sens combien l'humain peut être bon. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer et se dire oui, mais l'autre est bon, il y a une partie de lui qui est bien. Non, je parle vraiment de voilà, quand on ouvre son cœur à l'autre, l'autre en résonance ouvre son cœur aussi. Donc c'est des rencontres comme ça qui me font grandir, qui m'apportent, qui me soutiennent dans ma croyance que l'humanité est extraordinaire, quoi, et qu'il y a encore tellement de choses à vivre, et tellement de choses à s'apporter les uns les autres. Enfin voilà. Et donc je rencontre Marie-France, et donc je prends ma crédentiale, et donc elle fait le premier tampon, donc depuis Vézelay, sur cette crédentiale. Et donc voilà, je reprends la route, mais c'est très bizarre parce qu'en partant de Vézelay, je trouvais que c'était mal indiqué, enfin,
ou alors c'était moi qui étais un peu perdue un peu dépassée par toutes les émotions que j'avais vécues. Et du coup, c'était pas clair pour moi le chemin, comment partir, surtout que dans cette énergie, ça résonne beaucoup c'est à la fois le chemin pour aller vers Saint-Jacques, mais c'est aussi le chemin pour revenir de Saint-Jacques. C'est une des finalités pour revenir de Saint-Jacques. Et donc, il y a ces énergies qui se mélangent entre ces personnes qui reviennent et ces personnes qui partent. J'en ai vu très peu, j'en ai vu très peu ce jour-là, mais je sentais qu'il y avait... je me sentais prise un peu dans ce va-et-vient, et du coup, c'était pas clair pour moi d'aller dans le je vais vers Saint-Jacques. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais dans l'énergie, c'était un peu ce que je ressentais. Et donc voilà, et donc bon, je finis par trouver mon chemin, et voilà, donc je suis sur le chemin, il fait très chaud, encore une fois, et donc je marche toute la journée, je marche. Bon, on fait, en fonction de la chaleur, on va faire entre 15 et 25, enfin en tout cas moi je faisais entre 15, quand il faisait très très chaud, plutôt 15 km par jour, et sinon ça pouvait aller jusqu'à 25 km par jour, parfois un peu plus, voilà, mais je pense que la moyenne était de 20-21 par jour, quoi. Le but c'est pas de faire beaucoup, le but c'est d'écouter son rythme, c'est d'aller dans ce qui est juste pour soi, ne pas se dégoûter du chemin, ne pas écouter aussi son corps, voilà, les besoins du corps, le fait de boire, le fait de boire au bon moment, ne pas toujours dire ah non mais je boirai dans une heure, bah non, quand il fait chaud comme ça, ton corps parfois il a besoin de boire maintenant, il a besoin d'être hydraté pour mieux tenir sur la durée. Donc voilà, c'est vraiment une écoute de chaque instant, du corps, de l'environnement, c'est très riche à expérimenter à ce niveau-là. Et donc je repars d'Avallon, et en fait je repasse par Saint-Père parce que Saint-Père fait partie, vous savez, c'est là où j'ai dormi dans le camping municipal la veille, c'est la seule ville que j'ai faite 2 fois. Et en fait je me suis rendu compte, alors il y a quelques années j'ai fait des études j'ai étudié ma généalogie, parce que je travaillais beaucoup en psychogénéalogie au niveau de mes lignées, donc ce qui m'a permis aussi d'accompagner d'autres personnes derrière en psychogénéalogie, et donc j'ai fait ces expériences moi-même, j'ai fait les recherches à l'aide d'un ami, voilà. D'ailleurs John, si tu m'entends, je te fais un petit coucou parce que je te remercie de toutes ces informations que tu m'as apportées, et puis ces recherches que tu as faites avec moi. Et pour mieux faire la lumière sur cette vie, ses racines, et cette famille et ses secrets. Voilà. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que donc j'avais fait il y a 2-3 ans justement ces recherches familiales là, en généalogie, et donc quand j'ai re-regardé quelques mois après avoir justement commencé ce chemin, quand j'étais rentrée chez moi, même 1 ou 2 années, en fait j'ai vu que la ville que j'avais faite 2 fois, donc j'avais dormi, j'avais planté ma tente dans le camping municipal, puis le lendemain j'étais repartie de Vézelay, j'étais repassée par là, j'avais pas redormi là, mais j'étais repassée par là, puis j'étais allée plus loin. Le lendemain, donc c'est la ville que j'avais faite 2 fois, et en fait j'ai des ancêtres bourguignons qui ont vécu dans cette même ville. Donc je me suis dit, waouh, j'ai certainement foulé un sol qu'ils avaient foulé avant moi. Et c'est la seule ville que j'ai faite 2 fois. Et là, j'avais des ancêtres qui ont vécu, donc du côté de mon père, qui ont vécu dans cette ville-là de Saint-Père, ou quelque chose Saint-Père. Voilà. Donc c'est très drôle, parce qu'en plus c'était du côté de mon père, donc voilà, il y avait pas mal de choses assez assez reliées, on va dire. Et donc voilà, je continue je continue mon chemin, et puis là je tombe sur un gîte magnifique en pierre avec vraiment des beaux arbres majestueux, et puis il y avait une terrasse avec des chaises et des tables en fer forgé, mais juste magnifique, vraiment à l'ombre de grands arbres, donc vraiment agréable. Et je me suis dit tiens, fin d'après-midi, il est 18h, quelque chose comme ça, 17-18h, je me suis dit tiens, je vais m'asseoir, je vais boire une bière blanche, ça va me faire du bien. Et puis je commence à parler avec le tavernier, et puis il commence à me dire oui, donc là vous allez descendre au niveau de la rivière et tout. Je dis bah non, moi je pense que c'est par là le chemin.
Il me dit, vous savez, je suis là depuis maintenant bientôt 10 ans. Pour aller du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est par là, il faut descendre. Je dis, mais moi, je sens que c'est par là. Je bois ma bière. Et il me dit, bon, bah... il dit rien. Et vous allez voir pourquoi je rigole. Hein. Et donc, je prends ce chemin. Alors, je fais 2-3 kilomètres. Et là, je tombe sur une autre dame, justement, qui prend l'eau du lavoir dans son arrosoir pour, elle aussi, aller arroser son jardin. Et je suis dans un petit village, genre, il y a même pas 15 maisons, quoi. C'est vraiment aucun commerce, le truc vide, rien, quoi. Et donc, je croise cette dame qui me propose de me ramener en voiture parce que je me suis trompée, parce que par là, je vais vers Vézelay. Et, euh, et du coup, et donc voilà, j'ai dit, mais non, je tiens à marcher, je tiens à marcher. Et du coup, je continue quand même dans le sens de Vézelay, hein. Non, mais quand ton âme veut t'emmener quelque part, c'est plus fort que tout. Moi, je sais que mon âme, j'ai très peu de chance face à mon âme. Hein. Et du coup, je vois une dame qui est sur dans ses hauteurs, là, sur la terrasse de sa maison. Et c'était une maison à étage, mais c'était une maison il y avait une terrasse, un mélange, j'ai fait un petit mélange d'étage et de terrasse, mais une terrasse à l'étage qui était en train de lire et je lui demande mais si c'est la direction de Saint-Jacques-de-Compostelle et elle me dit mais non mais là vous partez par Vézelay, vous repartez à Vézelay. Et du coup je lui dis mais même par les petits chemins balisés, tu vois, elle me dit oui par là c'est Vézelay. Mais tu sais quand ça veut pas le faire hein. Et puis là je m'assois, il y a un petit banc là qui est là au milieu de nulle part. Je m'assois et puis je bois un coup, je bois de l'eau voilà pour me réhydrater, journée très très chaude et je grignote un morceau de pain ou je sais pas ce que j'avais ce jour-là. Et alors, il faut savoir que je me suis toujours... Il y a eu peut-être 2 fois où j'ai réservé pour un gîte parce que je sentais que j'avais envie de dormir dans un gîte. Mais parfois, j'allais dans une ville et puis là, il y avait un gîte disponible et j'y allais. Mais en fait, je n'allais pas regarder à l'avance où il y avait des épiceries pour manger, où il y avait des gîtes pour dormir. Je suis vraiment partie à la one again. J'avais aucun livret avec moi de ce que j'allais trouver, sur ce que... Enfin voilà, j'avais juste le parcours, les villes-étapes du parcours. C'est tout ce que j'avais sur moi. Pour savoir quand même la prochaine ville que j'allais faire finalement, hein, que j'allais les noms des villes, hein, ça peut servir quand on se perd, mais j'avais aucune... je ne m'étais absolument pas préparée, j'avais réservé aucun gîte, je savais pas quand j'allais tomber sur une épicerie ou quoi, mais je me suis vraiment laissée porter entièrement par le chemin. Et donc voilà, j'ai perdu le fil. Ah oui, et donc voilà, je m'assois sur ce banc, hop, je bois mon coup d'eau, je grignote, et puis là je vois non, et voilà. Et donc je reste 5-10 minutes là. Et donc je reprends mon chemin, donc à l'inverse évidemment, puisque je m'étais trompée. Mais vous allez voir que je me suis pas si trompée que ça. Je reprends le chemin à l'inverse et en fait, y a quelqu'un qui trace à vélo devant moi et je sens que l'énergie, elle est pas dans l'échange. Parce que j'aurais bien demandé de l'aide, mais je sens que l'énergie est fermée pour demander quoi que ce soit. Je sens tout de suite quand il y a une ouverture ou pas et quand il n'y a pas cette ouverture, voilà, je force pas le truc. Et puis chacun devait être voilà fatigué de sa journée et puis voilà. Voilà. Et donc voilà, j'avance et puis à un moment donné, c'est comme si, vous savez, il y a des moments, moi j'ai eu des moments comme ça, j'ai eu des rencontres où mon corps reste là immobile parce qu'il attend quelque chose, parce que mon âme sait qu'elle va trouver quelque chose. Et donc moi, je suis là, j'attends, je ne sais pas pourquoi j'attends, mais je sais qu'il faut que j'attende. Vous voyez le ressenti, la subtilité du truc ? Et donc je me pose là, un peu à la croisée des chemins, là, et je me pose là. Et c'est rare que j'ai des moments comme ça d'immobilisme, en fait, parce que c'est comme si mon âme savait à l'avance, mais la personnalité ne le savait pas encore. Donc je me sens dans une forme d'immobilisme à ne pas bouger. Et donc bon, c'est ok, on accueille. Et puis, donc voilà, c'est juste après que la nana est tracée, là, à vélo. Et ensuite, je vois quelqu'un à vélo derrière, et c'est une tête que je reconnais. Et là... Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie pas et que je n'ai jamais apprécié, pour ne pas vous cacher. C'était le compagnon d'une très bonne amie à moi, mais dont je voyais clairement qui il était et ce qu'il faisait, entre guillemets. Donc voilà, donc on s'est quand même dit bonjour et tout ça. Je dis, ah, mais qu'est-ce que tu fais là et tout, machin. Et il dit, bah, je suis avec Christina. Donc Christina, c'est ma très bonne amie qui habite à 5 minutes de chez moi, mais sachant que là, on était à, je sais pas, à plus de 300 bornes en fait.
Là, peut-être 250, 300 bornes. Ou peut-être 200 bornes, j'en sais rien. Mais bon, on n'était pas à 5 minutes de chez nous, quoi. Et du coup, Christina, qui voit que son compagnon n'arrive pas et qui se retourne, et du coup, je dis hey, Christina! Et du coup, on se serre dans les bras, et trop heureuse de se trouver là, et dans ce village que, à vélo, vous le traversez en 15 secondes, le village, quoi. C'est un hameau, même. Et donc, quelle était la probabilité pour qu'on se croise là? Et en fait, c'est ça le chemin. Et d'ailleurs, je vais vous parler de l'esprit du chemin parce que c'est le nom d'un gîte que j'ai fait après, par la suite. Et le chemin, en fait, c'est nous qui le construisons. C'est que l'état d'esprit dans lequel nous sommes quand nous sommes sur le chemin, en fait, on va rencontrer des miracles, des synchronicités, des choses mais extraordinaires parce qu'on est dans cet état d'ouverture à l'inconnu. Et, et le fait d'avoir rencontré Christina là, en fait, ça me dit que j'étais vraiment sur le bon chemin. Même si j'allais vers Vézelay, c'est ce que mon âme attendait, en fait. Et mon âme me disait, mais tu vois, même quand tu vas à 300 bornes de chez toi, tu vis ton monde, en fait. Tu appelles ton monde. Et vous savez, c'est l'expression «le monde est petit». Mais c'est exactement ça. On refait un peu notre environnement, on s'ouvre à la magie, aux synchronicités, on ose aller au-delà de ce qu'on nous dit être vrai comme étant le chemin. Parce que si j'avais écouté mon ami le tavernier, qui me donnait des bons conseils en soi, il n'y a rien à redire là-dessus, mais je n'aurais pas croisé Christina. Et je n'aurais pas non plus croisé cette femme avec qui j'ai discuté, qui était au niveau du lavoir, là, en train de prendre de l'eau pour son jardin, et qui me proposait gentiment de me ramener là où j'allais. Je voulais pas faire le trajet en voiture, d'ailleurs. Donc je lui disais, ah, mais c'est très gentil, merci. Et puis elle était un peu comme embêtée, mais voilà, elle avait vraiment cette envie de m'aider, quoi. Et j'ai trouvé ça, mais extraordinaire. Et donc, évidemment, après avoir croisé Christina, enfin voilà, j'étais comme pleine de vie, parce que ça vous redonne de l'énergie de croiser une amie chère. Et d'ailleurs, Christina, je t'embrasse très très fort si tu écoutes ce passage-là. Et, euh, et donc, voilà. Et donc je décide de retourner sur ce chemin et d'aller en direction à nouveau de ce gîte magnifique et de ce tavernier qui m'avait averti. Et je lui raconte toute l'histoire. Et du coup, j'ai senti qu'il était, mais lui aussi, transporté par ce que j'avais vécu, parce que j'en parlais j'étais tellement étonnée et à la fois tellement abasourdie, bouleversée de la rencontrer là, dans ce village que tu traverses. Donc là, il fallait vraiment le timing divin. C'est pour ça que cet immobilisme était présent. C'est que si j'étais repartie à ce moment-là, je l'aurais loupé. Et donc, c'est divin, en fait. Ce qu'on rencontre sur le chemin, c'est vraiment divin. En tout cas, mon chemin, moi, était vraiment sur la route, c'était divin. Et donc, voilà, je continue... donc je rencontre à nouveau le tavernier, voilà, on discute et puis tous les deux, voilà, et je lui demande si justement il y a une épicerie dans le coin, et en fait il me dit qu'il n'y a rien du tout, mais il m'offre des œufs. Alors je sais pas si c'était des œufs qu'on lui avait donnés, si c'était des œufs s'il avait des poules ou pas, mais il me donne des œufs pour faire la route, je crois que c'est 2-3 œufs pour faire la route. Et il insiste pour que je les prenne et je le remercie, mais infiniment. Et puis là, je vais planter ma tente à l'orée d'une forêt, au bord d'une rivière. Et je plante ma tente. Et d'ailleurs, comme il faisait très très chaud, pour planter sa tente dans un sol qui est très chaud, très sec, c'est un peu compliqué. Vous savez, quand vous arrivez à la fin de la journée, vous n'avez plus de force, vous usez de vos dernières forces pour que les sardines de la tente s'enfoncent dans la terre. Et là, c'est très drôle parce que donc au bord de cette rivière là, donc la nuit il faisait frais, il faisait vraiment relativement frais. Au bord de cette rivière, j'ai entendu des voix dans la nuit, comme des voix qui étaient portées par l'eau, des voix qui venaient d'un autre monde. Clairement, c'était pas des voix humaines, mais il y avait comme des voix d'une autre dimension qui étaient comme portées par l'eau, comme une c'était très très... comment je pourrais décrire ça de ce que j'ai ressenti pour être plus près? C'était comme des esprits de l'eau, vous savez, comme quand on parle d'ondines ou de créatures un petit peu mythiques autour de l'eau. C'est comme si j'avais eu des voix d'élémentaux ou de créatures un petit peu d'un autre monde. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas, encore une fois. Voilà. Et j'ai été un peu bercée
par ces paroles-là, portées par l'eau et peut-être dites par l'eau ou par un esprit de l'eau. Donc c'était une aventure assez... j'ai toujours été très attirée par les éléments et la communion et la communication aussi avec les éléments dans un langage un peu universel, avec tous les règnes et les éléments. Voilà, bon bref. Et donc le lendemain, je repars. J'essaie de rester à peu près correct dans la chronologie, mais si je me trompe d'un jour et que je le mets avant l'autre, c'est pas très grave. Mais je vais essayer de garder une ligne chronologique qui soit à peu près à 2 jours près, on va dire, bonne, pour que vous puissiez ressentir aussi l'évolution dans ce que j'ai vécu. Voilà. Et c'est marrant parce que tout au long du chemin, j'ai fait quelques séances aussi, j'ai continué d'accompagner de là où j'étais. Donc les personnes que j'accompagnais, justement, avaient aussi cette énergie d'aventure et qui leur était partagée par le biais de nos séances. Et j'adorais ça aussi. Et à un moment donné, j'ai une dame qui m'a appelée. Alors, on n'a pas du tout fait de séance, mais elle m'a dit, mais j'aimerais trop le faire, mais moi aussi. Et du coup, pendant 20 minutes, je suis restée au téléphone avec elle. On n'a pas fait de séance, mais on a juste parlé comme ça, on a discuté. Et du coup, je pense que ça a fait ma journée et ça a fait sa journée. Et c'était juste magique de se rencontrer juste comme ça, quoi. Et donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais... Alors oui. Ah oui, mais oui. Et donc voilà, le lendemain, je repars et j'arrive dans une ville, je sais pas si c'était pas Bastogne ou un truc comme ça. Bastogne ou un truc comme ça. Ouais, j'ai vraiment j'ai traversé des paysages extraordinairement beaux, divers, avec une diversité de paysages absolument extraordinaire, avec beaucoup d'endroits ombragés dans des forêts, dans des petits sentiers, des petits chemins de campagne, voilà, où on est vraiment à l'ombre des arbres et on se rend compte à quel point les arbres sont précieux, pour ce qui est des températures. Tout est un instant de gratitude. Quand vous êtes, par exemple, sur une route où il n'y a que du goudron et que là, vous avez un arbre, mais la gratitude que vous avez pour cet arbre qui vous fait de l'ombre, mais c'est juste, j'allais dire, vous lui embrassez pas les pieds, vous lui embrassez le tronc, quoi. C'est juste extraordinaire les temps de gratitude et très souvent, quand je demandais au vent de me rafraîchir, j'avais le vent qui me rafraîchissait. Donc, quand on est connecté quand on se sent connecté aux éléments, et vraiment quand j'avais chaud et que je demandais justement du vent, le vent me parvenait. Donc il y a, voilà, encore une fois, c'est le vivant qui répond au vivant, c'est pas que moi, mais quand on est vraiment connecté, il y a on devient à la fois le vent, à la fois celui qui marche, à la fois celui qui se voit marcher, à la fois on devient à la fois celui qui reçoit le soleil, on est à la fois le soleil lui-même. En fait, il y a cette universalité aussi dans ce qu'on vit, où on devient le tout. Par moments, dans ces moments de grâce, on est au-delà de la personnalité. On vit au-delà de la personnalité. Et donc, c'est des moments de transcendance et de grâce, en fait. Et du coup, voilà, donc je continue sur ce chemin. Donc voilà, chaque arbre est une bénédiction et vraiment une ombre, une aide précieuse. Et donc je marche. Alors après, c'est quoi la prochaine étape ? Donc quand je suis partie là, donc la rivière, ah oui, donc voilà, j'arrive à Bastogne, quelque chose comme ça, voilà, c'est ça. Et donc là, je vais dans l'église qui est hyper lourde. Alors, autant il y a des églises qui peuvent être d'une légèreté, qui peuvent être waouh, mais celle-là, elle est vraiment très très chargée. Voilà. Et donc j'en ressors, grosse journée très 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 chaude ce jour-là, mais vraiment, je crois que c'est le jour où j'ai le plus quelque part subi la chaleur. Et donc je fais des pauses assez régulièrement. Et puis à un moment donné, je vais du côté de l'épicerie et épicerie fermée, restaurant fermé, rien n'est ouvert. Donc je fais ok, d'accord, c'est pas grave. Je sais qu'il y a toujours une solution et du coup je m'en fais pas. Sur le moment c'est ok, d'accord. Et puis après je reprends mon chemin et je suis portée par d'autres choses. Et donc parce qu'à un moment il faut se sustenter quand même.
Et je rencontre un homme avec un chapeau, une chemise, vraiment habillé de manière classe, chemise blanche, le chapeau beige et tout. Ça fait penser un petit peu à un naturaliste dans l'énergie. Il me faisait penser à un naturaliste un peu. Et, euh, et donc je le rencontre, et donc il s'appelle Georges, c'est un Belge qui sillonne seul les routes de France avec son camping-car, et donc là on se met à discuter pendant 10-15 minutes, il est à la retraite, du coup bah, il aime visiter les endroits, il aime rencontrer l'autre, il aime, enfin voilà, c'est très très, vraiment des expériences très 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 riches. Et donc, je lui dis, mais je lui demande s'il y a une épicerie dans le coin, si sur le chemin, voilà, je peux rencontrer un endroit où on peut manger. Il me dit non, mais j'ai des tomates. Il me dit, mais de quoi t'as besoin? Il me donne des tomates. Je crois qu'il m'a donné des œufs en plus aussi. Il me semble qu'il m'a donné 2 œufs et des tomates. Du coup, je mange mes tomates. J'avais un tout petit truc de sel avec moi. Je mange mes tomates avec un peu de sel. Voilà. Enfin, on discute avec Georges et c'est vraiment des discussions, voilà, voilà, qui ouvrent encore plus le cœur. Et c'est, voilà, le fait qu'il m'ait apporté cette aide, c'était précieux en fait. Et très. Quelqu'un de très avenant, de très bienveillant, de très... vous voyez, c'était vraiment ça dans l'énergie. Et, et donc voilà, et donc je marche, je continue ma route, et puis à un moment donné, je n'ai plus d'eau, et je m'arrête dans un tout petit village. Pareil, il y a aucun commerce, aucune épicerie, rien, tout petit village. Et là, il y a une église et il y a un cimetière. Alors, il faut savoir que je plantais souvent ma tente non loin des cimetières parce qu'il y a l'eau courante. Donc, quand on veut une certaine quantité d'eau pour se laver, pour se faire une toilette et pour remplir ses gourdes, voilà. Bon, moi, le côté mort, esprit, machin, truc, enfin, je le vis partout. Donc, j'ai pas peur de dormir près d'un cimetière parce que si un mort vient me trouver, il peut venir me trouver chez moi, quoi. Donc, bon, il n'y a pas de... souvent, on me dit, mais ça fait peur et tout. Je dis, mais pas du tout. Enfin, ils sont pas dans leur tombe, quoi. Enfin, les esprits ne sont pas dans leur tombe. Et du coup, voilà, donc souvent je plantais ma tente à côté d'un cimetière, derrière un cimetière, non loin d'un cimetière, pour pouvoir me réapprovisionner en eau. Sauf que là, c'était une toute petite église, et puis vous savez, des fois, dans certaines villes, tout autour de l'église, c'est un cimetière en fait. Et donc, c'était pas un cimetière à côté de l'église, mais c'était un cimetière tout autour de l'église. Il y avait des tombes partout. Et puis à un moment donné, je recherchais tellement l'ombre. Alors, normalement, dans les cimetières, il y a l'eau courante, mais là, il y avait juste une cuve en plastique avec de l'eau verdâtre à l'intérieur qui devait être sous 40 degrés avec le soleil. Donc, pour tomber malade, c'est la meilleure solution. Donc, du coup, j'avais plus d'eau potable. Alors j'ai un système de filtration d'eau avec moi, donc je peux boire n'importe quelle eau. C'est un système d'osmose inversée, donc je peux boire n'importe quelle eau finalement. Mais boire une eau qui est à 38 degrés, 40 degrés, non merci. Et du coup, je pose mon sac et je décide de me laisser porter et d'aller sonner chez quelqu'un. Et en fait, je vois une maison avec plein de fleurs, plein de couleurs, et je me suis dit, bah c'est là que je vais. Et donc, je sonne. Et donc, je demande à la personne si elle peut me remplir mes bouteilles. Et donc, super mignonne, super sympa. Enfin, elle me remplit mes bouteilles. Et donc, je retourne à l'église où j'ai laissé mon sac. Et là, je fais une sieste entre une tombe et le mur de l'église. Il y avait suffisamment de place pour s'allonger. Et du coup, je dors là. Enfin, je me repose. Et je dors même parce qu'avec la fatigue, et je dors à l'ombre parce que marcher sur trop de goudron, c'était une route très goudronnée. Donc, trop de goudron en plein cagnard comme ça, c'est pas bon. Et en fait, je bois toute mon eau. Il faut savoir que j'ai toujours à peu près 3 litres d'eau sur moi à ce moment-là. Ou plutôt 2 litres 5. Ouais, 2 litres, 3 litres. Ouais, donc voilà, bref, on s'en fout. Et du coup, je repars demander de l'eau à cette personne et elle me dit, mais entrez, je vous offre une glace. Bon, la glace, c'est pas forcément la meilleure des choses pour le corps à ce moment-là, mais ça partait d'un bon sentiment. Et... Et du coup, je me pose chez Edith. Edith qui m'a partagé son histoire tellement touchante et émouvante, voilà, où son père est allé dans des camps de concentration parce qu'elle est juive, son père est juif. Et ils ont fait des expériences sur son père et son père est revenu
transformée en tout cas au niveau du corps par ces expériences-là. Et elle en parlait avec une telle résilience et avec une telle foi en l'humanité. Non mais, vous imaginez? Et puis elle m'a dit, vous avez eu raison de sonner chez moi parce que ici personne n'ouvre. Personne n'ouvre la porte. Je dis, mais en fait, à aucun moment j'ai eu aucun refus parce que j'ai toujours été soit attirée vers la bonne personne, soit la bonne personne venait vers moi. Donc je n'ai essuyé aucun refus, aucune voilà, méchanceté de qui que ce soit, quoi. Et donc on discute pendant près d'une heure avec Edith et donc je remplis mes bouteilles et c'est vraiment un moment... voilà, des moments de vie qui sont racontés, des échanges et elle me racontait que elle habitait, là c'était une maison de vacances, mais qu'elle habitait, il me semble, à Paris, qu'elle allait souvent en Italie aussi, qu'elle était italienne aussi. Enfin, voilà, c'était une personne qui avait gardé foi en l'humanité malgré tout ce que sa famille avait vécu et je trouvais ça mais extraordinaire, quoi. Et donc j'embrasse Edith, même si je pense qu'elle ne tombera jamais sur ce... Vous savez, c'est une manière de rendre hommage aussi à toutes les personnes que j'ai rencontrées en chemin et à leur histoire qui est extraordinaire. Et ça me tient tellement à cœur de partager des personnes qui ont cette vision du monde et cette résilience et des personnes qui sont si inspirantes. Et je les remercie d'avoir été mon chemin parce que finalement, le chemin, ce n'est pas le chemin que l'on fait, que l'on marche, c'est les personnes que l'on rencontre, notre chemin. Et c'est extraordinairement vivant et élévateur. Et je remercie 1000 fois Edith pour son accueil, pour ce moment, pour cette glace qu'elle m'a donnée et puis pour cet approvisionnement en eau. Et donc je repars sur le chemin et là, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment une journée difficile. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je peux trouver de l'ombre, je me mets à l'ombre, le soleil est écrasant. Et à la fois, je sentais aussi que j'étais dans les limites de mon mental. Et j'étais pas dans une forme de transcendance ou de grâce, parce que je sais que quand je suis dans une forme de grâce, mon corps suit derrière. Mais là, j'étais en train de me heurter aux limites de mon mental. Et en fait, ce jour-là, j'ai eu envie justement de réserver un gîte pour le soir. Donc on est dans la matinée et je crois que c'est Edith d'ailleurs qui m'a dit, mais ah oui, mais c'est Edith qui m'a dit, il y a un gîte qui s'appelle, je sais pas quoi, l'Esprit du Chemin, voilà. Et elle me dit, mais vous allez voir, il est bien et donc c'est un donativo, bon, je vais vous en parler après. Et donc je réserve l'Esprit du Chemin, donc j'appelle, je tombe sur un monsieur qui a un accent. Et je vais vous en parler après parce que c'est un couple très très charmant et du coup j'avance mais franchement c'est la journée que je crois que je l'ai faite à reculons cette journée-là. Elle était très difficile parce que vous savez quand vous vous heurtez au mental, tout est très très difficile. Quand vous n'allez pas au-delà du mental, tout est très très difficile parce que tout est limité finalement. Et en fin de journée, en fait, j'aurais dû être déjà arrivée au gîte. Et en fait, il y a Arnaud, donc on va dire l'aubergiste, hein, le tenancier qui m'appelle, qui me dit si ça va, parce que j'aurais déjà dû être arrivée. Donc il me demande si ça va avec la chaleur et tout. Je dis c'est vraiment dur pour moi aujourd'hui. Et en fait, il est descendu me chercher en vélo pour m'accompagner mentalement, pour m'accompagner sur ce qui restait à faire jusqu'au gîte en fait. Mais d'une beauté, mais franchement. Mais quand je le vois arriver en vélo, en fait, pour juste s'assurer que tout va bien et de faire les derniers, les 300-400 mètres avec moi, je me dis, mais vous vous rendez compte de l'amour des gens? Franchement, moi, ça me bouleverse à chaque fois que je me connecte à ça parce que c'est tellement beau, c'est tellement... je sais pas, c'est tellement bouleversant que ça me porte encore aujourd'hui, vous voyez, ces empreintes d'amour-là, en fait. Et c'est drôle parce qu'hier, je partageais dans le cercle de conscience, je partageais que tout nous rappelle à l'amour. Tout nous rappelle que nous sommes l'amour. Et c'est vraiment, vraiment ça, c'est que chaque expérience est une... Derrière chaque expérience, fondamentalement, on retrouve l'amour, en fait. Et c'est d'une beauté, et c'est d'une... Pourquoi est-ce que ça nous émeut? C'est parce que ça nous rappelle qui nous sommes fondamentalement. Parce que qui nous sommes, derrière l'humain, nous sommes l'amour. Nous sommes la conscience. La conscience, c'est l'amour. La conscience, le divin, vous mettez les mots que vous voulez derrière ça, mais quand j'ai vu Arnaud descendre avec son petit vélo rouge...
À la fois, j'étais, mais pourquoi il s'est dérangé? Et à la fois, j'étais mais dans une telle gratitude. Et à la fois, il y avait plein de choses qui se... Vu que j'étais dans mon mental à ce moment-là, il y avait plein de choses qui se mélangeaient. Mais c'est aujourd'hui que j'en parle avec le plus d'amour. Et je vois combien ça a été un acte d'amour parce qu'il faisait très, très, très chaud. Et, euh, et voilà, et j'arrive justement dans ce gîte qui s'appelle l'Esprit du chemin, qui est tenu par Arnaud et Huberta, qui est un couple, c'est un couple de Hollandais, qui ont fait plusieurs fois le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui se sont dit à un moment donné, on va ouvrir un donativo. Un donativo, c'est un gîte qui abrite les pèlerins et où il y a une participation qui est libre. Alors souvent, il y a un minimum qui est demandé pour que les personnes, quelque part, soient dans leurs frais. Et vous savez, moi qui ai besoin de me recharger seule, à chaque fois, j'ai eu la chance... Je crois une seule fois en gîte, j'ai dormi avec quelqu'un... Non, 2 fois, j'ai dormi avec quelqu'un dans la même pièce, en 3 semaines. En 3 semaines. J'ai toujours eu des moments où j'étais seule pour pouvoir me recharger. Et chacun avait une chambre. Ce jour-là, là, chez Huberta, on a partagé un repas extraordinaire, vraiment des personnes d'une grandeur d'âme. Donc il y avait des personnes qui étaient hollandaises, il y avait des personnes qui étaient... il y avait un couple aussi, je me rappelle de Yoni et de... Ah, je me rappelle plus de son compagnon. Alors Yoni, il était argentin et son compagnon était allemand. Et je l'ai trouvé trop mignon parce que Yoni avait quitté le Chili. Non, c'était le Chili, ouais. Il venait du Chili. Il avait quitté le Chili pour rejoindre son compagnon en Allemagne. Et ensemble, ils avaient à cœur de faire ce chemin. Enfin, il y avait quelque chose dans leur histoire qui me touchait profondément. Et bon, au-delà de ça. Et donc, autour de la table... Il y avait des personnes qui venaient de Hollande, des personnes qui venaient justement du Chili, d'Allemagne. J'ai rencontré... Ah, mais c'est là que j'ai rencontré Mathia qui venait de Suisse alémanique. Alémanique. Je sais plus. Voilà, mais... Et du coup, voilà, donc j'ai passé, donc déjà on a très bien mangé. J'ai beaucoup discuté avec Arnaud. Arnaud qui, comme moi, est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté, de mouvement, de se déplacer, d'aller d'un point à un autre. Et c'est comme ça qu'il se sent libre et vivant. Et il disait que ça faisait un moment, justement, là, qu'ils étaient là. Je crois que ça faisait une dizaine d'années. Il faut savoir que ce gîte, il a été racheté et retapé, en fait, par plein de bénévoles qui faisaient Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait. Et donc, ce sont des pèlerins eux-mêmes qui ont retapé le gîte et qui... enfin, voilà, c'est tellement beau de présence humaine, tout ça, et de générosité humaine que c'est... Voilà, à chaque fois, j'ai rencontré ça sur mon chemin et j'ai tellement de gratitude et de reconnaissance par rapport à ça que c'est vraiment... ça vient vraiment me chercher, en fait. Et je pensais pas réagir comme ça en faisant ce vocal, mais c'est tellement beau. Et si ça peut vous réconcilier avec la beauté humaine et la générosité humaine, mais franchement, je ne demande pas mieux. Et, euh, et donc voilà, je discute avec Arnaud et Huberta, et ils sont mais extraordinaires. Vous savez, ils sont comme... vous savez, comme une oasis en plein désert, quand tout a été sec et tout a été... tout a été aride pendant la journée. Et même si vous avez fait des belles rencontres, le soleil, ce jour-là, je l'ai très mal supporté. Et ils ont été vraiment cette oasis dans le désert. Et le lendemain, Huberta nous a donné une petite carte plastifiée jaune avec un... je vous mettrai certainement le... Alors, c'est pas du tout pour faire de la pub ou quoi, mais si vous partez de Vézelay, que vous allez à Saint-Jacques, arrêtez-vous dans ce gîte, vous allez voir, vous allez être reçus comme des humains. Mais comme des humains depuis l'humain, de l'humain jusqu'à l'humain, quoi. Et d'ailleurs, Huberta, ce soir-là, en fait, chacun avait des chambres. Et moi, j'ai eu le dortoir, mais pour moi toute seule. Donc, un grand espace pour moi toute seule, où j'ai pu vraiment me recharger parce que j'étais isolée du bruit des autres personnes. Et c'était vraiment magnifique. Vraiment un dortoir tout en pierre. Enfin, vraiment...
vraiment très chouette, quoi. Et donc, le lendemain, Huberta nous a donné une petite carte avec marqué l'esprit du chemin. Je vais vous faire justement cet épisode avec une photo recto verso de cette carte. Petite carte qui m'a suivie, qui a la couleur un peu du soleil, un jaune orangé. Et donc derrière, il y a comme un poème d'Antonio Machado, que je ne connais pas du tout. Et alors je vais vous le lire, c'est « Marcheur, ce sont tes traces ce chemin, et rien de plus. Marcheur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se construit en marchant. En marchant se construit le chemin. Et en regardant en arrière, on voit la sente que jamais on ne foulera à nouveau. Marcheur, il n'y a pas de chemin, seulement des sillages sur la mer. » Et donc cette petite carte plastifiée qu'Huberta m'a remise avant de partir, avant de faire un tampon sur ma crédentiale, mais quelque chose de dessiné en fait. Elle m'a dessiné un arbre avec un cœur au milieu, et c'est un peu leur logo. Et c'était vraiment ça. On est reçus avec le cœur chez Arnaud et Huberta. Ouh, voilà, je ne pensais pas que ça allait m'émouvoir autant, mais voilà, je vais peut-être le faire en plusieurs fois. Donc, je vous quitte pour cette expérience et je vous partage cette deuxième expérience pour que ce soit moins lourd en fichier à transformer.